et bonjour à tous. Aujourd'hui, Bonjour. je reçois Antoine dans le podcast. Comment ça va? Ça va très bien, ravi. Bon, trop bien. Pour la petite anecdote, j'ai écrit en fait, de toute façon régulièrement à des personnes, de toute façon sur les réseaux, soit Instagram, soit LinkedIn, pour trouver un petit peu des invités. Et la plupart du temps, ça se fait en visio, parce que géographiquement, on va dire que ça ne matche jamais. Et là, ce qui était marrant, c'est que du coup, tu habites et tu travailles sur Paris et que tu m'as quand même demandé où est-ce que j'habitais, où est-ce que je tournais. Oui. Et il se trouve que le lieu où tu as tous tes investissements, c'est à une quarantaine de minutes, c'est ça, de là où j'habite? Exactement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je t'ai posé la question, mais c'était un petit peu induit. C'est que j'avais fait ma petite recherche sur Papers. Et puis j'ai vu que c'était pas très loin de chez moi. Je me suis dit, bon, on va quand même demander au cas où, on sait jamais. C'est et puis ça. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui écouteraient en audio, n'hésitez pas à aller sur YouTube. On tourne dans le studio, donc je suis super content. Et puis on va commencer tout de suite. Antoine, avec plaisir. est-ce que tu peux te présenter rapidement, moins d'une minute, comme d'habitude. Ok. Voilà, qui es-tu, quel âge as-tu, que fais-tu? Très bien. Alors moi c'est Antoine ou Tonio Imo sur les réseaux. Je viens tout juste d'avoir 30 ans. Ça fait maintenant 5 ans que j'investis dans l'immobilier. 5 ans sur deux aspects différents. Une partie immobilier classique à travers des immeubles de rapport où j'ai approximativement 25 lots. Et après une autre partie qui est totalement différente, c'est des espaces de stockage pour particuliers et professionnels où là il y a une grosse volumétrie puisque il y a un peu plus de 200 locataires, donc on tourne entre 220 et 230 locataires actuellement, ce qui vient de me permettre de pouvoir quitter mon travail de commercial dans la finance sur Paris pour maintenant m'occuper à 100% de mon parc. Écoute, trop bien, on va avoir plein de choses à se dire. Mais avant, j'ai toujours des questions qui sont communes à chaque invité. Ok. Et en fait, j'aimerais que tu nous dises, déjà dans un premier temps, si tu as une ou plusieurs personnes qui t'ont inspiré dans ta vie, et si oui, pourquoi? Des personnes qui m'ont inspiré. Oui, il y en a. Je vais parler uniquement de la partie immobilier. Moi, j'ai été bercé il y a 5 ans par du Ian Darwin, par du Christopher Wangen, parce qu'à cette époque-là, en plus, ils étaient sur une pente qui est très ascendante sur la partie IMO. Ils publient énormément de contenu. C'était assez facile de s'identifier. Et j'avais une vision qui était assez proche. Enfin, je partageais beaucoup celle de Ian Darwin sur l'argent, sur l'investissement derrière qu'on pouvait y retrouver. Et je me voyais aussi aller vivre dans le Burj Khalifa. J'avais 25 ans en même temps, donc j'étais encore tout feu tout flamme. Et par contre, tu vois, ça me fait penser en te le disant, mais ma vision, elle a aussi pas mal évolué sur le sujet de l'investissement. Aujourd'hui, je me retrouve beaucoup plus dans l'approche, on l'a évoqué aussi ensemble tout à l'heure, mais des gentlemen investisseurs, de Yann et Tony. Aujourd'hui, j'ai plus forcément l'envie d'aller vivre dans le Burj Khalifa. Ce qui me fait un peu plus triper aujourd'hui, c'est d'avoir une vie un peu plus maîtrisée sur certains aspects et aussi de pouvoir aller passer du temps avec ma famille, mes amis et demain mes enfants. Donc c'est hyper important pour moi et je me retrouve pas mal du coup dans leur vision à eux en tout cas. Ok. C'est vrai que moi c'était un petit peu le cas aussi. Moi c'était surtout Wangen. Au début c'était plus facile de s'identifier à lui parce qu'il venait de quitter son job, il se lançait tout juste dans la formation, il faisait énormément de contenu YouTube sur plein d'aspects, sur les travaux, sur la fiscale, etc. Et c'est vrai que maintenant c'est un peu plus dur, tu vois, de s'identifier à lui parce que c'est très compliqué, je trouve. Il a énormément d'abonnés. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est quand même c'est d'un tout autre niveau. Tant mieux pour lui, mais c'est vrai que c'est un peu plus difficile, je trouve, moi, de s'identifier maintenant à... pour une personne qui rentre sur le marché de l'immobilier, quand tu regardes un Ian Darwin ou un Wangen, pour citer uniquement ces deux-là, il faut s'accrocher, quoi. Venez plutôt suivre Romain, ça sera un petit peu plus simple. Voilà, exact. Et puis sinon, derrière, pour continuer, est-ce que tu peux nous dire les valeurs auxquelles tu tiens, les valeurs qu'on t'a transmises et les valeurs que tu as apprises tout au long de ton parcours et que tu souhaites aussi transmettre si derrière tu as des enfants? Valeurs, pas forcément qu'on m'a transmises, mais plutôt que j'ai, on va dire, cultivé de mon côté. Moi, j'aime bien la cohérence, c'est-à-dire que
pour moi, il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Et si je prends l'aspect de l'immobilier, c'est assez clair pour moi. C'est que si on a envie de se sortir du salariat pour réussir à vivre de son immobilier, il faut être cohérent dans ses actions. On ne peut pas simplement être sur le bon coin à rechercher des appartements. On ne peut pas espérer trouver une renta à 10-15% de façon un petit peu magique. Donc pour moi, j'aime bien la valeur de la cohérence. Elle me drive depuis un certain nombre d'années. Et enfin, en te le disant, il y en a une autre qui me pop, mais c'est la régularité aussi. Ok. Et ça, régularité dans tous les aspects de ma vie. Je pense on a pas mal parlé de sport, toi et moi. La partie sportive, si en fait on n'est pas régulier, il se passe rien derrière, quoi. Et on parlait de triathlon, si tu veux finir un Ironman, il y a un moment, si t'es pas tous les jours sur ton vélo, sur ton tapis de course ou autre, il y a rien qui se produit. Et en IMO, du coup, c'est exactement la même chose. C'est qu'on est obligé de charbonner, quoi. Et on n'aura rien sans rien, quoi. Donc ouais, c'est là-dessus que je vais me porter. Ok, trop bien. Et maintenant, donc avant de dérouler sur la partie IMO, histoire de comprendre un petit peu mieux ton parcours, est-ce que tu peux nous dire déjà les études que tu as faites, et puis un petit peu ton parcours salarial, puis voilà, terminer un petit peu sur ce que tu faisais à la fin. Parce que spoiler alerte, t'as quitté ton job. Oui. Voilà. Donc voilà. Effectivement. Du coup, parcours scolaire, honnêtement, j'étais un élève bof, pour faire très court, très moyen, voire moyen un peu moins. J'ai toujours frôlé les 10 de moyenne et je m'en suis sorti comme ça. Et en école primaire, j'étais vraiment pour le coup très moyen. J'ai même redoublé ma 6e pour le coup. Derrière, le collège s'est suivi. J'ai dû faire un choix après, bac S, ES. À l'époque, c'était ça, parce que je sais que ça a changé. Au départ, je me destinais vers un bac S parce que c'était un peu naturel et il fallait un peu faire ça pour réussir, on va dire, sa vie. J'ai bifurqué sur du ES en me disant que ça serait un petit peu plus simple pour moi. Et j'ai fait 1 ou 2 mois dans la filière ES. Je ne m'y plaisais pas du tout. Ah merde. Mais alors vraiment pas du tout. Ma grande chance à ce moment-là, ça a été que mes parents ont déménagé et on s'est retrouvés au fin fond de la campagne. Et là, il y avait un lycée qui proposait une filière par laquelle un de mes frères était déjà passé. STMG. Ok, ouais. Le bon bac STMG, et là j'avoue j'ai dit allez, solution de facilité, je fonce en STMG. Ça m'a permis, alors je dénigre pas cette filière, mais ça m'a quand même permis d'aller chercher un 14 de moyenne au bac qui m'a permis d'ouvrir, pour faire court, je savais que je souhaitais aller dans du commerce derrière. Et donc pour répondre à ta question, derrière j'ai enchaîné avec un BTS MUC, donc management des unités commerciales. Et les bacs STMG étaient vraiment mis en avant pour cette filière, donc j'ai tiré tout droit. Je l'ai fait par contre en alternance. J'ai passé 2 ans chez Carrefour en grande distribution, à commencer à des 2, 3, 4 heures du matin à mettre en rayon et à charbonner. C'est une super école honnêtement, et c'est une école où en fait on peut facilement grimper les échelons. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu au départ. J'ai terminé mon BTS et ils m'ont proposé de rester une 3e année, mais j'avais pas envie de rentrer dans la vie active. Du coup, je suis rentré en 3e année en licence. Du coup, j'ai raccroché une licence et je l'ai prise en alternance. Je l'ai continuée chez Carrefour. Et au bout de la 3e année de licence, ils m'ont proposé de rentrer dans un cursus de directeur de magasin. Et à ce moment-là, il a fallu faire un choix aussi. Est-ce que je pars là-dedans ? Mais du coup, ma vie, c'est que de la grande distribution, ou est-ce que je switch et je vais essayer de voir autre chose ? J'ai décidé de voir autre chose. Je suis rentré dans un master, toujours en alternance, parce que quand à 20 ans, on a goûté à l'argent, désolé, mais c'est trop compliqué de se dire non, pas possible. Donc du coup, je suis rentré dans cette filière en alternance pour mon master. Et là, je suis rentré dans un des sièges sociaux de chez Danone, à côté de Lyon, Limonest. Donc c'était pour Blédina. À ce moment-là, j'ai passé 2 ans et là, j'ai découvert un autre monde. Ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, la vie de bureau, je ne l'imaginais même pas. En fait, pour moi, ça a toujours été travailler en magasin, commencer très tôt, finir très tard. Et c'était un peu mon modèle de travail. Et j'ai découvert qu'on pouvait être dans un bureau, commencer à 9h, finir à 18h. Donc là, ça m'a un peu changé aussi l'esprit à ce moment-là. Et j'ai terminé mon master, il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Ok. Donc
Voilà au niveau études. Ouais. Et puis derrière, donc après le master, qu'est-ce que tu as fait Juste après le master, du coup, j'étais en master sur Lyon. Je suis monté sur Paris. Là, je suis devenu commercial à l'international dans la cybersécurité. Okay. Poste un peu improbable qui s'est ouvert à moi. J'ai eu beaucoup de chance, honnêtement, de l'avoir, mais c'était une super école. Et j'ai passé 2 ans chez eux. Et j'ai passé ensuite quasiment 4 ans dans mon dernier job, du coup actuellement, en tant que commercial dans la finance sur un produit qui est l'épargne salariale. Donc j'ai passé 4 ans là en tant que commercial grand compte chez eux. Ok. Et bah, du coup, petit focus, c'était pas prévu, mais petit focus sur l'épargne salariale. Ouais. Parce que moi aussi, de toute façon, je suis en plein dedans avec la banque. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est, les avantages, les inconvénients, parce que voilà, ça peut être hyper intéressant, je pense, au niveau de l'audience, pour des entrepreneurs qui, eux, de leur côté, auraient des salariés, et qui souhaiteraient en faire bénéficier ou même en profiter, eux, de leur côté. Donc, Bien sûr. voilà, qu'est-ce que de l'épargne salariale et un petit peu le côté avantage, mais aussi inconvénient, parce qu'il y en a certains. Ouais, l'épargne salariale, c'est un endroit qui est très vaste, on peut faire beaucoup de choses. On n'est pas obligé d'être une multinationale pour faire de l'épargne salariale. On a des entreprises où on aidait à mettre en place de l'épargne salariale, ils étaient que 2. Donc, c'est des super leviers de rémunération aussi en tant que dirigeant. En termes de fiscalité, il y a de nombreux avantages. Quand on a des structures aussi un petit peu plus grandissantes, ça permet d'aller verser du complément de salaire à ses collaborateurs, qui est moins cher fiscalement en tant qu'entrepreneur que d'aller verser ça en salaire direct ou en prime ou en que sais-je. Donc fiscalement c'est intéressant, en termes de rétention c'est intéressant aussi. Après il y a certaines règles aussi à respecter. Forcément quand on commence à mettre de l'intéressement ou de la participation en place, il faut que ça suive dans le temps. Tu vois, je me parlais d'inconvénients. Forcément si on a une trentaine de salariés et que une année où on commence à dégager du bénéfice, on se met à verser de l'intéressement et ou de la participation, ça va faire plaisir à tout le monde, mais en fait ça va très vite devenir un dû. Donc derrière il faut avoir les reins solides pour se dire que je vais réussir à amener ça dans le temps pour le construire et pour récompenser entre guillemets mes collaborateurs de cette façon là, parce que forcément quand on nous a donné je schématise un billet 2 000 € à la fin de l'année, derrière si l'année prochaine il n'arrive pas, on va venir toquer à la porte. Mais au-delà de ça, ça reste un super levier en tout cas pour les collaborateurs et fiscalement aussi pour les entrepreneurs. Ouais, pour le dirigeant c'est plutôt sympa aussi. Totalement. Et moi un des gros, on va dire, pas inconvénient, mais en tout cas ce qu'on vient me dire aussi, c'est que en fait intéressement, participation et tous ces dispositifs, du coup tu viens rémunérer en fait toute l'entreprise, on va dire au même niveau, en fonction de ce qui a été fait initialement, et que du coup si vraiment il y a un employé qui un peu un tir au flanc ou entre guillemets qui bosse moins que les autres, et il aura la même rémunération que la personne à côté qui en aura fait 2 fois plus que lui. Donc voilà un petit peu les freins que moi je peux avoir en tant que chargé sur ce type de produit. Ça fait sens. Et du coup tu parlais tout à l'heure donc immobilier, 25 lots c'est ça, plus les box de stockage. Déjà pourquoi tu es parti dans l'immobilier? Tout à l'heure tu parlais de Darwin et puis de Wangen aussi. Comment est-ce que tu es tombé sur leur contenu? Parce que forcément, je pense que ça va être un petit peu comme moi. Moi, je suis tombé sur leur contenu parce que je m'intéressais à l'immobilier. Ok. Voilà. Toi, pourquoi tu es parti dans l'immo? Moi, c'est un chouïa différent, mais on va vite s'y retrouver. C'est simple, c'est en master. J'ai fait la rencontre de 2 amis qui le sont toujours aujourd'hui. Et on s'est dit à un moment, un peu naïvement, ça va être bien, on sort d'un master, on va avoir une belle carrière, etc. Mais comment en fait on devient riche? Comment on gagne de l'argent? Comment en fait, si demain on veut rouler en Ferrari, comment on roule en Ferrari quoi? Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à lire, à beaucoup lire, et ça a été vraiment l'élément déclencheur de notre vie entre guillemets. Puisque un des premiers livres
qu'on a lu et qui reste un peu cliché aujourd'hui quand on a du recul, mais le fameux Père riche, Père pauvre. Kiyosaki, honnêtement, ce livre, bien évidemment, je l'ai relu en plus assez récemment et c'est vrai que dans la façon dont les choses sont amenées, parfois c'est un peu ambigu entre guillemets, mais ça permet d'avoir cette approche qui est de dire que oui, on peut travailler pour un salaire, mais on peut avoir d'autres moyens d'avoir de l'argent tous les mois. Et en fait, tant qu'on ne l'a pas lu, tant qu'on ne nous l'a pas expliqué, tant qu'on ne l'a pas appréhendé, à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir le switch, selon moi, cérébral de se dire il y a d'autres moyens de faire de l'argent que d'aller travailler 35 heures ou 50 heures par semaine. Donc, à partir du moment où on a eu ce déclic, on a continué de consommer énormément de lectures. Et à partir de cette lecture, il y a quand même un élément qui revenait systématiquement sur les modèles de réussite et les modèles financiers, c'était l'immobilier. C'est ça. Donc à partir de ce moment-là où on l'a vu, revu, on a commencé à s'y intéresser. On a pris des formations, même du Wengen, etc. Mais bon, on était étudiants, donc on a toujours trouvé des solutions pour les avoir pas trop chères. C'était le petit tips à l'époque. Mais on s'est formé et moi, mon regard, il s'est terminé sur une formation, on en a parlé tout à l'heure, celle de Sébastien Morin, où c'est dans mon cadre professionnel, en parlant de l'immobilier. Et ça, c'est aussi vraiment un tips, c'est très français aussi. C'est quand on a une idée, on la garde pour nous, on veut pas en parler. Moi, j'en parlais beaucoup. Et un collègue à moi au travail est venu me dire mais j'ai suivi une formation il n'y a pas si longtemps, le PDF est top, c'était gratuit, etc. Donc je dis donne-moi ça et c'est devenu un petit peu ma Bible, si je puis dire. C'est qu'il me l'a donné, je l'ai consommé et à partir de là, le projet il était simple. Dès la sortie de master, je signe un CDI et j'investis. Et j'ai signé mon CDI, j'ai quitté l'école il y a 5 ans en août, en septembre je signais mon CDI et en janvier j'étais chez le notaire pour signer mon premier bien et ça a démarré comme ça. Ok, et est-ce que tu te souviens un petit peu, alors tu me diras si ça te dérange ou pas, mais parler un petit peu chiffres, etc. Parfait. Est-ce que tu te souviens du coup un petit peu les chiffres de ton premier investissement? Déjà, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un appart? Est-ce que c'était un immeuble, une maison? Vas-y, est-ce que tu peux détailler? Puis un petit peu les chiffres, voilà, qu'est-ce que ça t'a coûté? Les travaux, s'il y en a eu? Qu'est-ce que ça te rapporte, on va dire, aujourd'hui? Ça va en faire sourire certains parce que c'est sûr que c'est pas des montants et surtout on était dans un autre contexte de marché donc il y en a certains qui risquent de saliver mais je continue d'emprunter aujourd'hui donc je sais exactement ce que c'est. Mon premier bien il m'a coûté frais de notaire inclus 70 000 € et là on peut penser que je parle d'un appartement, malheureusement non, on parle de 220 mètres carrés d'une maison voilà, avec une situation compliquée dans le sens où c'était un ancien local commercial au rez-de-chaussée qui n'avait jamais été transformé en habitation. Ok. Et à l'étage, 2 appartements où l'ancienne propriétaire habitait dans un des deux et louait de temps en temps celui d'en face. Par contre, c'était des appartements des années 70 où il n'y avait jamais eu un coup de peinture. Donc, c'était dans son jus plus. Et cette opportunité est arrivée sur le marché et personne ne se positionnait dessus parce qu'il y avait des gros travaux à faire. Sauf que moi, la formation que je venais de suivre, c'était diviser pour gagner plus gros. Donc moi, là, on me proposait quasiment 220 mètres carrés avec les combles pour 70 mètres carrés dans lequel je peux, ou en tout cas, je suis censé pouvoir créer 4 appartements. Donc je me suis rapproché du PLU. J'ai vu que je pouvais transformer le local commercial en habitation. J'avais des ouvertures qui étaient très cohérentes pour pouvoir créer 4 habitations. Et là, c'est parti. J'ai lancé les travaux, fait mes devis. Et puis après, on est parti sur un bon gros chantier puisque c'était, pour le coup, on a rasé les 2 plateaux. Alors je dis j'ai fait faire, je n'ai pas eu le temps de faire ça, surtout que c'était en Bourgogne et très loin de là où j'habitais. Donc j'ai fait faire et création pure de 4 appartements. Et le budget travaux était quand même très conséquent puisque grosso modo c'est un chantier qui m'a coûté pas loin de 180 000 € pour la création des 4 appartements. En plus des 70 000. En plus des 70 000. Donc 250 à peu près. Exactement.
Ouais, 250. Donc gros projet et puis du Enedis avec des créations de compteurs, etc. Qu'on imagine tous. Donc ça a été intense pour un premier, mais ça s'est très bien passé in fine. C'est peut-être un de mes biens encore les plus rentables dans le sens où j'ai un taux à presque 1%. Donc voilà, il y a un beau delta. Ok, et bon, pour parler un petit peu plus de ce bien, donc ça c'est un immeuble que tu as acheté donc, en nom propre, en société? En nom propre à l'époque, et que j'ai d'ailleurs toujours en LMNP. Ok, 4 logements, donc c'est quoi? C'est des petites, moyennes, grandes surfaces? Dans mon secteur, généralement, je fais que du T2 ou du T3, majoritairement du T2, donc une chambre séparée, une grande pièce à vivre de 20-25 mètres carrés, et tout meublé également, forcément c'est du LMNP. Ok, et donc là, 250 000 euros, et les 4 biens confondus, ça te génère à peu près combien par mois? 2200 euros de loyer par mois pour une mensualité à 1000 euros, quoi. Putain, donc jackpot, quoi. Ouais, le jour où les travaux se sont terminés, que j'ai mis mes annonces sur le Bon Coin et qu'en l'espace de 15 jours, j'avais loué mes 4 appartements, ce qui était aussi une belle réussite, entre guillemets, de me dire, bon là, je vais avoir 4 appartements, ils vont être terminés, il va falloir les louer. Ok, 15 jours plus tard, ils étaient loués. Et derrière, à un très bon prix, puisque les agents immobiliers, à l'époque, quand je leur en parlais pour essayer d'avoir des projections professionnelles, parce que je pensais qu'ils étaient maîtres de leur secteur, notamment sur la partie loyer. Ils me disaient oui, si vous arrivez à les louer 450 euros, ça serait bien. Je dis d'accord. Donc les premières fois, j'ai loué à 500 et puis après, je suis très vite monté à 550 parce que j'ai vu que la demande répondait. Et surtout, ça me permet toujours d'avoir des locataires de qualité en face qui vont prendre soin de mes appartements et on rentre dans une boucle très vertueuse. C'est ça, oui. Faut pas hésiter non plus à augmenter un petit peu les loyers qui se pratiquent. Bon, déjà aussi en fonction de la qualité des logements que tu vas proposer, parce que si tu as un logement éclaté, tu vas pas facturer. Non, ça marche pas. Plus cher ça marche pas du tout. Que la concu. Mais du coup, pas hésiter parce que déjà, ça va faire un premier filtre. Parce que voilà, toutes les personnes qui voudront du pas cher, tu les mets un petit peu de côté. Exactement. Et puis derrière, tu vas toucher des personnes, parce que logiquement, on demande 3 fois le loyer en termes de revenus. Donc voilà, tu vas toucher des personnes qui touchent un peu plus, qui, on va dire sur le papier, sont un peu mieux que certains profils. Voilà, je dis bien sur le papier, parce que tu peux avoir quelqu'un qui paye, mais qui derrière, par contre, ne prend pas soin du logement. Exactement. Ça, c'est d'autres sujets encore. Oui, tout à fait. Ok, donc ça, premier projet. Et du coup, petit focus aussi sur ta situation à ce moment-là. Donc, tu as dit des choses intéressantes. Toi, tu habitais et travaillais sur Paris, exactement, donc pas en Bourgogne. Du coup, pourquoi avoir fait le choix d'investir en Bourgogne? Et pourquoi tu n'as pas investi sur Paris ou autour de Paris? Donc déjà, tu étais quoi? Tu étais propriétaire, locataire de ta résidence principale sur Paris? Toujours. Alors, j'étais locataire et je le suis toujours sur Paris. Bon, et du coup, pourquoi la Bourgogne? Parce que dans la formation que j'ai suivie à l'époque, ils expliquaient que l'endroit où on pouvait investir, il devait avoir certaines particularités. En tout cas, celle de la formation, c'était de dire le milieu rural est quand même plutôt très bien pour investir. Ça permet d'aller chercher des mètres carrés pas trop chers, d'avoir des coûts qui sont maîtrisés et surtout derrière d'avoir des loyers qui sont quand même très cohérent en face. Partant de ce postulat, j'ai commencé à faire mes recherches et tout m'emmenait à l'endroit où mes parents étaient. Parce que ça a été, je connaissais pas forcément d'autres villes, donc j'ai commencé par là, et coup du sort aussi quand j'ai mis la fameuse fausse annonce au départ en disant voilà une annonce d'un bien meublé qui est propre à tel prix, tout de suite j'ai eu des vues, j'ai eu des appels, des messages, et je me suis dit on va partir là-dessus et on verra ce qui se passe. Ok, trop bien. Et toujours concernant ta situation, donc ça, 250 000, tu disais en termes de mensualité, ça faisait à peu près? On est à 1050 euros très précisément. 1050, ok. Toi, tu étais locataire, tu avais le même appart, non? Alors, j'avais pas le même, mais grosso modo, c'était même loyer. Etc. Même loyer, tu étais à combien à peu près de loyer? Sur Paris, 40 mètres carrés, 1400 euros. Tout va bien. Voilà. et du coup, pourquoi donc ça, ok. Et après, fourchette, on va dire fourchette, pour pas donner les chiffres, mais fourchette de salaire, qu'est-ce que tu faisais à peu près? Fourchette de salaire, à ce moment-là, j'étais à la sortie de master, je devais être entre 40 et 50, j'ai pas le montant là en tête exact, mais oui, non, entre même, je vais pas dire de bêtises, mais entre 40 et 45. 40 et 45 brut. Oui, brut et hors prime, vu que j'étais commercial, il y avait du variable aussi à aller chercher. Ok,
Donc voilà, ça permet déjà aux auditeurs un petit peu mieux de se situer. Et du coup, pourquoi avoir fait le choix de ne pas acheter sur Paris? Alors, au-delà du locatif, mais par exemple la résidence principale? Parce que je pensais pas rester aussi longtemps sur Paris et dans ce cadre-là, aller m'envoyer 400 000 euros pour un 40 mètres carrés, je me suis dit au départ, en fait je préfère acheter 3 ou 4 immeubles en Bourgogne à ce prix-là parce que c'était le prix. Donc du coup je me suis dit je vais investir, je vais mettre toute ma capacité et d'ailleurs c'est quelque chose, c'est vrai qu'on retrouve souvent de dire mais Antoine tu n'as pas ta résidence principale et à la banque qu'est-ce qu'on va te dire? Très objectivement ça fait 5 ans que j'investis, j'ai vu beaucoup de banques, j'ai monté beaucoup de projets, on m'a jamais parlé de ma résidence principale. Donc c'est peut-être aussi une histoire d'hommes et de femmes quand on va défendre un dossier bancaire, mais en tout état de cause, aujourd'hui on ne me parle pas de ma résidence principale. On me demande où est-ce que j'habite, on me demande mon loyer et puis après on avance quoi, ou pas. Et puis je pense que, tu vois, ça peut être un plus dans certains dossiers, mais je pense que toi, au vu de ta situation, tu vois, on se dit Paris, voilà, forcément le conseiller, il y en a beaucoup qui... moi en tout cas, il y a quelqu'un qui travaille et habite Paris qui vient me demander du prêt pour du locatif. Je ne vais pas me poser la question pourquoi en fait il n'a pas acheté déjà sa résidence principale. En fait, on s'en doute, déjà le prix des appartes, enfin j'allais dire maison, mais déjà le prix des appartes là-bas, où c'est indécent, voilà, tu es entre 8 et 12 000 euros du mètre carré. Ah oui, donc, ça va très très vite. Donc voilà, ça chiffre vite. Ok. Et après, comment tu as déroulé? Enfin, déjà, est-ce que tu as eu beaucoup de temps de travaux? Oui, j'ai eu un temps qui a été assez long, dû à plusieurs raisons. Le premier, c'est que je n'étais pas présent physiquement. Donc, je faisais des allers-retours assez régulièrement, presque toutes les semaines, où je prenais le train à 5 heures. Je me levais à 4 heures, je prenais le train à 5 heures pour être là tôt, pour faire des réunions de chantier, mais pour aussi assumer ma journée. J'avais la chance de pouvoir faire du télétravail, donc de pouvoir faire du télétravail derrière et de mixer ça, le télétravail, le suivi de chantier, les prises de décision un peu dernière minute, etc. Donc ça a été assez intense les premières années. Mais le temps de chantier a été relativement long puisque de mémoire, et d'ailleurs ça a été avec du recul, j'ai fait quelque chose que je ne conseillerais pas du tout aujourd'hui, mais j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai signé mon compromis en janvier chez le notaire, ça a été mon premier investissement. Le chantier, du coup c'est simple, je me suis dit on signe le compromis en janvier, je vais faire commencer mes travaux en début avril, parce que un compromis c'est 3 mois. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai aligné tous mes artisans pour que le 1er avril, ça commence. J'ai officiellement signé mon acte définitif chez le notaire pour être propriétaire de ce bien-là fin mai, début juin. Donc, et du coup, ça a été toute une négociation puisque l'agent immobilier, l'agent qui suivait le dossier, je lui ai demandé les clés en amont pour pouvoir commencer quelques petits travaux. Elle m'a dit oui, vous allez détapisser, etc. Je dis oui, tout à fait. Et en fait, le J1 des travaux, ils ont mis une benne en bas de l'immeuble et en l'espace de 48 heures, ils avaient fait tomber toutes les cloisons et ils ont enlevé tous les gravats par-dessus, par les fenêtres directement dans la benne. Donc voilà, ça a été des moments un peu de tension, plus pour l'agent immobilier que pour moi au final, parce que je me rendais pas du tout compte de ce que je faisais objectivement. C'était un peu bête et méchant. J'avançais et puis je me suis dit on verra bien ce qui se passe, quoi. Et t'avais ton prêt à ce moment-là ou pas encore? J'avais pas du tout mon prêt, non. Mon banquier m'avait dit oui, ça va bien se passer. Et puis du coup, moi, autorité suprême, le banquier m'a dit que ça allait fonctionner, donc on avance. Et ouais, non, les travaux ont commencé en avril et finalement j'ai eu mon prêt début juin, quoi. Donc 3 mois finalement où j'avais pas les clés, mais les travaux ils ont bien avancé en 3 mois. Tu m'étonnes. Et là, du coup, il y a pas mal de choses intéressantes. Bon, déjà, gestion de chantier à distance, comment tu fais? Aujourd'hui, je le fais bien différemment de ce que j'ai pu faire à l'époque. Aujourd'hui, c'est groupe WhatsApp, c'est mes artisans avec qui je travaille depuis quelques années qui sont solides aussi. Même si on essaye d'apporter du renouveau sur les chantiers avec les artisans, parce que même si ça se passe bien avec les artisans, potentiellement après 1 an, après 2 ans, il y a une certaine forme de confort qui s'installe et on va être moins exigeant, que ce soit de leur côté ou du nôtre avec eux, que ce qu'on a pu être la première année. Donc c'est aussi peut-être, je ne sais pas si on peut appeler ça un conseil, mais en tout cas, on aime bien rechallenger nos équipes d'artisans. Par contre, on prend toujours des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble. C'est-à-dire que je ne prends pas le
plaquiste le moins cher, le plombier le moins cher, etc. Non, je prends des gens qui savent travailler ensemble, qui avant de m'appeler moi, ils s'appellent entre eux. Ouais, et après, derrière, ils m'appellent moi pour trancher des décisions qui sont importantes. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai toujours suivi mes chantiers. Un groupe WhatsApp, mes artisans dessus. Dès qu'il y a une question, une remarque, d'abord, vous voyez entre vous si vous arrivez à prendre une décision. Derrière, vous m'appelez pour que moi, je puisse trancher. On s'envoie des photos, on fait des vidéos. Et puis, une fois que je suis sur place, même si c'est un samedi, on trouve une solution de se voir, quoi. Donc, il y a certains arrangements. Ça a permis de faire naître des amitiés aussi. Enfin, voilà, c'est l'humain aussi qui prime derrière. Ok. Et comment tu as fait pour les trouver, tes artisans? J'ai fait ce qui était notifié dans la formation au départ de Sébastien Morin, c'est-à-dire que je savais les postes que j'avais, plombier, plaquiste, etc. Et j'en ai appelé 3-4 du secteur, mais pour chaque, et je leur ai donné rendez-vous. Le plombier 1 avait rendez-vous à 10h, le plombier 2 à 10h15, etc. Et j'ai fait ça pour chaque corps de métier et il y a une histoire de feeling déjà humain qui s'opère quand on voit la personne. En plus de ça, j'avais 25 ans. Donc, en fait, ils ont vu un minot débarquer en se disant bon, bah, le gars, il veut faire 4 appartements là, il n'a jamais fait de travaux. Donc, il y a des gens où il y avait beaucoup de jugement et derrière, on se disait ouais, bon, ce projet n'aboutira pas. Donc, on sentait qu'ils n'y mettaient pas d'effort. Ouais, d'autres au contraire, exactement, okay. Ou même pas de devis tout court d'ailleurs. Okay. Et d'autres au contraire qui mettaient de l'implication. Et puis là, ça se lançait. Il y avait des échanges constructifs. Moi, j'avais déjà fait des plans. Ils me disaient ah oui, alors ça, potentiellement tu peux le faire, mais ça peut-être pas. Regarde là, t'as pas vu ça. Donc il y avait des choses qui se créaient, qui étaient intelligentes selon moi et qui ont permis de construire une équipe qui était solide dès le départ, quoi. Ok, trop bien. Et tu parlais aussi tout à l'heure de division de... Non, tu as parlé d'Enedis. Oui. Puis on parlait aussi du bouquin de Morin. Oui, tout à fait. Donc tu as acheté, donc il y avait quoi? Il y avait qu'un compteur, c'est ça, pour tout l'immeuble, non? Il y avait 2 compteurs. Un pour le local. Exactement. Et un qui dispatchait 2 appartements en haut. Et du coup, pas trop galère avec Enedis pour... Si, j'ai découvert, mais ma grande chance, enfin c'est même pas une chance, c'est marqué dans la formation, mais c'est qu'à partir du moment où j'ai signé le compromis, j'ai fait appel à Enedis tout de suite. Et ça a été tout de suite un peu ce qui m'a fait gagner du temps, puisque j'ai gagné quasiment 3-4 mois tout de suite. Okay. Donc ils ont pu venir, on a pu faire les devis. Et ma chance, ça a été, il n'y a pas eu besoin de créer de colonnes montantes ou autre. On a pu créer 2 compteurs indépendamment, les mettre dans les logements. Et pour le coup, ça a été très long, mais objectivement, la partie travaux ne m'a pas coûté si cher que ça. Et ça s'est bien fait, mais aussi parce qu'il y a eu les 3 mois avant qui ont été anticipés. Si ça aurait été 3 mois plus long, ça aurait aussi décalé mon chantier et on serait rentré dans une phase un peu plus anxiogène. Ok. Et puis pour, on va dire, clôturer, j'ai encore 2 petites questions pour clôturer, on va dire, ce premier investissement. Quid, tu sais, de la valeur totale de l'immeuble par rapport du coup, au prix de l'immobilier dans ce secteur? Parce que tu l'as payé du coup 70 000. Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Mais bon, après, il y avait aussi le contexte qui fait que c'était pas cher, tu vois, à l'époque. Mais du coup, là, aujourd'hui, donc c'est un bien qui t'a coûté 250 et qui, tu connais un petit peu la valorisation par rapport au prix de l'immo autour? Oui, alors pour... Alors, moi j'ai 2 choses à répondre par rapport à ça parce que effectivement c'est un point qu'on me remet souvent sur la table, la valorisation par rapport au prix du marché. Moi déjà je ne revends pas derrière un prix marché, je revends, alors bien évidemment ça reste corrélé qu'on s'entende, mais je revends une rentabilité. Donc tout de suite en fait on n'attire pas du tout la même clientèle quand, alors je schématise, mais si mon projet aujourd'hui il est à 15% de renta brute, et bien en fait demain je vais le revendre à 10 et en fait mon téléphone il va sonner, il va plus que sonner. Et c'est mon deuxième élément de réponse, c'est que j'ai déjà fait le test, c'est-à-dire qu'il y a 1 an de ça, je me suis dit j'aimerais bien éprouver un petit peu ce que je suis en train de raconter là. Du coup j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin, j'ai eu de la demande, j'ai eu des visites et on a même failli signer un compromis, mais après les choses se sont arrêtées parce que je voulais le garder quand même, ce bien, et un compromis à 302 000 euros, alors qu'il me reste 230 ou 220 à rembourser aujourd'hui. Donc du coup une belle plus-value latente, un gros cash flow aussi au passage, donc tout bénéfique. Donc pour moi je revends une renta et je suis convaincu que ça fonctionne. Ok, bah écoute, trop bien. Et l'autre question, je la garderai pour
on va dire pour tous les projets dans son ensemble. Donc ça, juin, tu signes le bien. Les travaux, tu as à peu près combien de temps de travaux? Eh ben, les travaux ont duré de avril quasiment jusqu'à fin d'année, quasiment jusqu'à novembre, décembre. Ok, donc en gros, début d'année d'après, les logements étaient loués. Et je me souviens que, grosso modo, au 15 décembre, les 4 logements, ils étaient loués. Ok, donc fin d'année, tout est loué. Et après, dans l'ordre chronologique, donc ça t'a permis d'avoir 4 biens sur les 25 que tu as aujourd'hui. Tout à fait. C'était quoi les autres OP, la deuxième, Alors la pour troisième? faire, sans rentrer dans le détail, pour que ce soit assez simple et intelligible, 2021, j'ai fait ce projet. 2022, j'ai fait un bis. Parce que c'était exactement la même chose, parce que du coup ça avait fonctionné la première fois, donc je me suis dit je vais refaire la même chose. En 2023, j'ai refait exactement la même chose, puisque encore une fois ça fonctionnait. Mes temps de travaux commençaient à se réduire, ça j'étais content aussi au passage. Donc 2021, 2022, 2023, 3 immeubles de rapport qui sont en nom propre et qui sont en LMNP. Et 2024, on bascule sur l'achat de la partie stockage. Donc c'est là où une société s'est créée. Je me suis associé avec un de mes frères, on a acheté des espaces de stockage en 2024. Finalement, on avait spoté le projet à partir de mai-juin. On a signé officiellement en octobre. Donc ça a été long, mais ça a été le gros projet de 2024. Et 2025 pour le résumé. Alors ça a été sur le S1 la consolidation du stockage et son développement, création de nouveaux box, etc. Et S2, on a racheté 2 immeubles de rapport avec encore une fois 4 appartements à l'intérieur, soit à créer, soit effectivement sur un des deux, typiquement, il y a un local commercial au rez-de-chaussée. Et bien, local commercial, les travaux sont en train de se terminer. Vérification avec l'urbanisme et le PLU, mais on peut bien le transformer en habitation, création de logements, on crée du coup du loyer en plus, on crée des mètres carrés entre guillemets en plus un peu plus cher. Donc voilà un peu comment ça s'est articulé de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Ok, et donc du coup sur la partie on va dire habitation, donc 25 lots c'est ça? 20. En fait, il y a 5 immeubles de rapport, donc avec 4 appartements à l'intérieur, donc mes 3 en perso plus mes 2 en association. Donc ça fait 20 logements. Et ensuite, les 4-5 autres qu'on retrouve, ils sont accouplés au stockage. C'est-à-dire qu'il y a du stockage, mais dans le stockage qu'on a acheté, il y avait aussi des endroits où il y avait des appartements ou des petites maisons détachées sur le terrain. Donc on retrouve du logement avec ça. Ok, trop bien. Et puis derrière, pour partir sur donc tout ça, donc tu disais en LMNP ou sinon en société avec ton frère. Tout de la location longue durée, enfin meublé longue durée ou meublé longue durée et Airbnb aussi. Ok, t'as combien de courte durée? On en a pas beaucoup, on en a 2 et il y en a un 3e qui va arriver là. Ok, et c'est de la courte durée classique? Est-ce que tu as fait de l'atypique? C'est déjà dans le format, c'est un peu atypique dans le sens. Alors atypique, je sais pas si on peut dire atypique, mais c'est loué à de l'étudiant de septembre jusqu'à juin et ensuite en Airbnb sur la période estivale. Ok, pour comme ça, t'as pas de vacances locatives et au contraire même ça vient même augmenter parce que tout à fait. C'est pareil, c'est en Bourgogne ça aussi? Exactement, c'est au même endroit. Donc ça doit être, je pense, même profil que moi. Alors autant dans les grosses villes, t'es plein tout le temps, mais dans les petites villes comme ça, l'été, tu as beaucoup de gens qui viennent voir la famille, tu as aussi des activités qui peut y avoir autour de moi, pas mal du vélo, pas mal de ce genre de choses. Exactement, tout à fait. Ok, écoute, trop bien. Et maintenant, pour partir sur la partie stockage, tu vois, tu es le premier qui me parle de ça dans le podcast. Moi, j'ai un client, j'ai déjà vu un client qui faisait ça. Pareil, à peu près le même nombre de lots. Et du coup, pour partir un petit peu sur toi, comment est-ce que tu as eu l'opportunité de faire ça? Sur combien de sites? Parce que du coup, on en a parlé ce midi au resto, mais voilà, sur combien de sites tu exploites? Et l'idée de départ, c'était quoi? Qu'est-ce que tu fais maintenant avec ça? Et puis, un petit peu aussi même les tarifs, les prix, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Un box, et puis
Parce que tu as aussi différents... Ouais, différents formats Ouais. qui sont disponibles. C'est venu un petit peu du hasard et couplé aussi à la chance sur ce projet. Mais on devait se porter acquéreur avec mon frère d'un immeuble de rapport où à l'arrière, il y avait, grosso modo, c'était un ancien garage Renault, il y avait 1000 mètres carrés à l'arrière. Et en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'on va réussir à le louer? Est-ce qu'on le revend? Donc on n'arrivait pas à trouver. Et en parlant avec une personne, cette personne m'a dit, est-ce que tu sais que dans la ville qui est juste à côté, il y a quelqu'un qui fait du stockage pour particuliers et professionnels? Je lui dis non, je savais pas du tout. Et il me dit, en plus de ça, je crois qu'ils sont souvent pleins parce que moi je voulais y entreposer un véhicule un peu de collection. J'ai appelé et ils étaient pleins. Je me suis dit, c'est quand même un peu étonnant cette histoire parce que on est à la campagne, les gens ont majoritairement des maisons. Ouais. Pourquoi ils ont du stockage en plus? Enfin, pour moi, ça collait pas dans mon cerveau. Et je me souviens très bien d'être revenu un vendredi en Bourgogne pour m'occuper de mes biens, d'aller à la salle entre midi et je devais rentrer assez rapidement de la salle pour aller manger et ensuite attaquer mon après-midi en télétravail. Et en fait, à un moment, en revenant de la salle, j'aperçois de loin le site de stockage et je me dis, est-ce que j'ai le temps d'y aller? Qu'est-ce que je fais, etc. Et puis je me dis, allez, je mets mon clignot, j'y vais, je vois le numéro de téléphone, j'appelle et je me fais passer pour un prospect pour vérifier qu'il est bien plein. Il était bien plein. Finalement, je lui explique que j'ai un projet, j'aimerais bien lui en parler, etc. Et la personne au téléphone, totalement transparente, totalement bienveillante aussi. On parle pendant une demi-heure au téléphone. Finalement, il me dit, mais vous êtes sur place? Je lui dis, bah oui, venez, on se rencontre. Donc, il est venu. Il m'a tout montré parce que je n'arrivais pas à concevoir l'intérieur des entrepôts. Parce que j'avais compris qu'il y avait du véhicule, j'avais compris qu'il y avait du box de stockage, mais j'arrivais pas à imaginer à l'intérieur comment ça pouvait être. Okay. Du coup, il m'a tout fait visiter et c'était hyper déjà enrichissant de découvrir ça, humainement hyper intéressant aussi avec cette personne. Et plus le temps passe, plus je commence à lui dire au fur et à mesure de la conversation, si un jour vous voulez vendre, il faut m'appeler. Et je lui ai dit plusieurs fois. Et à la fin de notre entretien, si je puis dire, à savoir que je suis arrivé de mémoire vers 13h30, je suis reparti, il était quasiment 16h, donc mon après-midi en télétravail. Désolé patron, mais bon, il n'y a plus de patron aujourd'hui, donc c'est bon, je peux le dire, il y a prescription. Mais oui, j'ai passé l'après-midi en télétravail avec lui, mais j'ai bien fait, je pense, au final. Et donc, on se dit au revoir. J'ai fait 10 minutes de voiture, j'arrive chez moi, mon téléphone sonne, c'est son fils qui m'appelle et qui me dit mon père vient de me débriefer de vos échanges. On pensait vendre d'ici 1 an ou 2, mais vous avez l'air d'être un profil sérieux, voilà notre prix. Et en fait, quand il me donne le prix, quand il me donne les loyers, je me dis ok, il y a un truc à faire. Ouais. Donc du coup, j'ai appelé mon cher frère qui est associé aujourd'hui. On en a parlé et pour raccourcir l'histoire, on s'est porté acquéreur là-dessus. Et sur cette partie, on va retrouver du box, des emplacements de véhicules, mais aussi du box de stockage qui va faire grosso modo sur les plus petits 3 mètres carrés, sur les plus grands 24 et pour donner une fourchette de prix, on est à 10 € le mètre carré. Ok, et c'est sous quel format? Parce que moi, le client qui faisait ça, c'était vraiment des... Alors lui, il y avait des conteneurs. Oui, toi, c'est quoi? C'est des conteneurs? C'est un bâtiment? Enfin, comment ça se présente en fait? On a les deux. Alors, puisqu'en fait, on a 3 sites physiques éparpillés. Alors, on en a 2 dans la même ville et 1 dans la ville voisine. Le plus gros site, donc, on va retrouver un très grand entrepôt qui fait quasiment 5000 m², où à l'intérieur, on va retrouver aussi bien l'emplacement de véhicules. On va avoir des véhicules de collection. On va avoir des camping-cars. On va avoir des motos. On va avoir beaucoup de choses. On va retrouver aussi du box individuel et sur la partie extérieure sur le parking c'est du container parce que du coup il y avait énormément de place et les anciens propriétaires ont eu la très bonne idée de combler cette place par du container d'occasion qu'ils ont été rachetés, qu'ils ont alignés et ensuite ce qui a été fort aussi ça a été de redécouper les containers parce qu'un container c'est très grand donc en fait il y a aussi la possibilité de le couper en 2 et du coup on double le loyer à l'intérieur aussi donc on a ces formats là sur grosso modo les 3 sites physiques. Ok, tu vois, écoute, hyper intéressant. Et pour parler aussi, on n'en a pas parlé ce midi, tu vois, mais pour parler gestion de tout ça, est-ce que c'est automatisé? Est-ce que c'est
un coup de téléphone encore? Enfin, comment ça marche? Parce que nous, il y a un ou deux sites qui font ça à côté. Je sais pas si... Non, on n'est pas passé devant, tu vois. On n'est pas passé devant en revenant du resto. Et il y en a, c'est tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. Il y a un site internet. Self-stock. Ouais, c'est ça. Tu arrives sur place, tu te débrouilles, tu as un code ou je sais pas quoi. Enfin, ça se fait tout en automatique. Toi, comment ça marche du coup? Au départ, on s'est beaucoup posé la question de savoir comment on allait gérer ça parce qu'il y a une grosse volumétrie, comme je disais. Il y a 200 locataires. Il y a 200 locataires. Il y en avait un petit peu moins au début quand on a ramené, quand on a racheté, pardon. On était à 160, 170, ouais, même 160. Et on a recréé beaucoup de box, donc on a dû assumer aussi plus de volumétrie. On avait quelqu'un, un indépendant au départ qu'on payait, qui était en micro et qu'on facturait comme ça. Force de constater que le travail n'était pas celui qu'on souhaitait, en tout cas dans ce qui nous produisait. Du coup, j'ai repris en gestion le sujet en direct, tout en cumulant mon travail, en cumulant mes autres investissements, la vie sportive, de famille, de couple, tout ce qu'on veut. Donc c'était assez intense, mais ça s'est bien fait dans le sens où, alors moi j'ai quand même réussi à automatiser certaines choses. J'ai à cœur de garder l'humain sur le site. Pourquoi? Parce qu'on a aussi une enseigne nationale type self-stock qui est à côté de chez nous, où tout est automatisé. Par contre, ils ont peu de place, donc ils sont assez souvent complets également. Nous, on a beaucoup plus de place, on n'est jamais à 100%, parce qu'on a, je sais pas, on a peut-être 230 emplacements, enfin un peu moins, mais bref, on a beaucoup d'emplacements, on est à un taux de remplissage en moyenne de 80, qui oscille entre 85 et 95%, donc qui est quand même très correct. Et partant de ça, l'idée c'est juste de se dire que moi je veux garder le contact humain avec les personnes, donc c'est mon numéro, alors j'ai un téléphone pro, mais c'est le numéro qui est affiché sur les sites, donc déjà quand les gens passent, quand les gens nous recherchent sur Google, quand les gens font quelconque recherche, ils tombent sur mon numéro, ils m'appellent, on fait connaissance, on convient d'un rendez-vous. Après, les gens restent longtemps dans le stockage. Donc, j'ai pas des gens qui m'appellent de façon intempestive le mardi en me disant j'ai besoin d'un emplacement le mercredi. Ça arrive, et quand ça arrive et que je suis sur Paris, eh bien, je fais tout à distance, c'est-à-dire que je partage notre RIB pour qu'il puisse faire les virements, je lui partage le process d'entrée, ça reste ni plus ni moins qu'un portail électrique, si on doit rentrer dans le hangar, il y a des boîtiers à code comme du Airbnb pour ouvrir la porte, derrière tous les box sont numérotés. Et derrière, après, la personne fait sa vie. Donc, on l'a quand même automatisé, mais je garde à cœur de concentrer les rendez-vous en disant les gens sont jamais pressés. Donc, en fait, ils m'appellent le mardi. Est-ce que vous êtes disponible le samedi, dimanche? Mais vous êtes ouvert le samedi, dimanche? Bah oui, il n'y a pas de souci. Donc, on se voit ce week-end, on fait la visite, on prend le temps de parler. Et les gens aiment ça aussi. C'est pas juste de l'industriel en disant tu fais un code, tu rentres, etc. Ça marche aussi très bien, mais nous, on garde à cœur d'avoir l'humain aussi. Ok, ouais, et puis ce qui doit changer par rapport au locatif classique, bon déjà, comme tu le dis, tu n'as pas d'appel intempestif de gestion, voilà, j'ai une fuite d'eau, j'ai ci, j'ai ça. Donc là, en fait, on va dire le gros se fait à l'entrée, ou le coup de fil sur l'annonce. Et je pense que ça diffère aussi du locatif classique où il y a plein de gens qui veulent visiter et avoir un ordre d'idée. Parce que tu sais, tu as les photos d'un appartement. Donc ils veulent visiter, voir un petit peu le quartier, la vue, l'exposition, machin, etc. Donc forcément, sur toutes les visites que tu vas faire pour du locatif classique, tu en auras peut-être 50% qui ne seront pas forcément intéressés. Alors que là, c'est du stockage. Donc un box, c'est un box. Exactement. À partir du moment où le mec il arrive sur place, ça match parce que voilà, c'est assez grand pour stocker tout ce qu'il a. En fait, tu fais pas 50 visites pour un box en fait. Ah non, et j'ai un taux de conversion qui est proche de 100% à la visite parce que j'anticipe aussi les choses. C'est-à-dire que maintenant je commence à être aussi un petit peu rodé, mais les gens quand ils me disent j'ai besoin de stockage, ok, vous avez besoin de stocker quoi? Ça, ok. Moi dans ma tête déjà je vois à peu près le format dont ils ont besoin. Je sais aussi tout de suite ce qu'il y a de disponible chez moi. Après je suis commerçant aussi, donc
je suis pas là pour leur mettre la pression, mais après on est aussi dans un jeu où je vais pas faire miroiter que j'ai 50 box de livres non plus. Donc on rentre aussi là-dedans, on met un petit peu d'urgence dans la situation et après derrière on se rend compte, on fait la petite visite et puis après on signe le contrat tout de suite. Et l'état des lieux de sortie, je n'en fais pas. À partir du moment où une personne souhaite nous quitter, on fonctionne sur mois complet. À la fin du mois ou même si c'est pendant le mois, la personne vide son box, nous fait photo parce que ça reste un box de schématiste de 8 mètres carrés, il y a 4 planches, voilà, on demande à ce qu'il y ait un coup de balai qui soit mis, la photo qui nous est envoyée et il n'y a pas de... c'est aussi peut-être, je sais pas, encore un tips sur le sujet, mais on fait pas de prorata. Okay. Surtout pas de prorata parce que alors là on rentre dans une gestion qui serait abominable parce que de toute manière 80 € divisé par 27 jours s'il faut commencer à rentrer dans des calculs apothicaires comme ça, donc c'est simple. Quand une personne nous rejoint avant le 15 du mois, elle paye le mois complet. Si elle nous rejoint entre le 15 et le 25 ou 15-20, je fais un demi-mois. Et après, quand on arrive effectivement sur le 27-28, j'offre entre guillemets les 2-3 jours. C'est commerçant aussi. Sur le mois suivant. Okay. Exactement. Ok, très bien. Et je pense que tu as dû mettre en place des process. Bon, déjà, pour tout ce qui est... Enfin, les baux, tu fais quoi? Tu fais des baux... ça se fait en ligne, en physique? Enfin, comment tu... Non, je les fais en physique. Je les fais signer en physique. Après, je les envoie aussi à distance pour les personnes qui ont un besoin urgent. Je leur envoie, ils me le renvoient complété, signé. C'est des baux... souvent, on a le sujet de l'assurance qui revient régulièrement, mais il faut comprendre que quand on fait de la location de box, on n'est pas assureur. Donc, en fait, c'est aux personnes de s'assurer au travers d'enseignes nationales, auprès de leur assurance bancaire aussi, si besoin. Donc, en fait, on se dédouane, si je puis dire, de cette partie-là. Donc, on envoie les baux, ils nous les signent ou sur place et puis après, ça enchaîne. Et toi, après, tu scannes tout? Tu as encore tout en version papier? Enfin... J'ai encore tout en version papier, effectivement. J'ai des gros classeurs. Donc, oui, c'est un petit peu... oui, il y a des bons gros classeurs. Et puis après, en plus, quand il y a du turnover, ben voilà, on remplit au fur et à mesure. Mais oui, il y a des bons classeurs de suivi. Et tu fais comment? Moi, j'ai une question là-dessus. Quand tu as plus de 200 lots là-dessus, pour savoir ce que tu as de disponible, sur quel site, tu vois, à quel endroit à peu près, enfin, comment tu fais pour avoir tout ça en tête? Moi, je suis un gros, on en a parlé rapidement tout à l'heure, je suis un gros mania des finances perso. J'adore Excel, je passe beaucoup de temps là-dessus. Et en fait, c'est simple. L'Excel, et désolé pour ceux qui sont à distance, mais je te le montrerai tout à l'heure parce qu'en vrai, il est assez intéressant. Mais j'ai créé un Excel où il y a un certain nombre d'onglets. Par site, il y a 2 onglets. Il y a l'onglet plan, si je puis dire, où en fait, j'ai schématisé le site physique avec le nombre de box, avec le numéro du box, avec le loyer qui va en face. Et je vois tout de suite, en fait, dès que j'ai un départ, je change la couleur, etc. pour que je vois ce qui est disponible, ce qui est indisponible. Et le deuxième onglet qui est lié au site, c'est la base de données. Je vais retrouver encore une fois tous les numéros de box, le loyer qui est en face et le locataire avec son numéro de téléphone, son adresse mail, etc. pour qu'on puisse le retrouver. Et c'est là-dessus aussi où je viens pointer mes loyers pour m'assurer que tout soit bon derrière. Ok, trop bien. Un peu de gestion, mais voilà, aujourd'hui c'est mon métier, donc ça se passe bien. Et après, on va dire encore une ou deux petites questions pour clore le sujet immobilier. Ouais. Là, on n'a pas parlé chiffres. Tu peux en parler ou pas pour ce projet-là ou Non, peut-être pas trop. Ouais, ok. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux... Non, ce que je peux donner comme chiffre aujourd'hui, c'est que c'est un projet qui est très rentable, honnêtement. On est sur une renta brute qui avoisine aujourd'hui les 14%. L'objectif, c'est même d'aller chercher 15% en continuant de faire de l'amélioration. Je pourrais pas donner de chiffres plus précis puisque, enfin voilà, après vous faites vos calculs aussi, hein, mais voilà, en tout cas, ça reste un projet qui est rentable. Ok. Et après, pour parler, on va dire valeur patrimoniale, si tu veux exclure ce projet-là, tu sais à peu près ce que tu as là, à l'heure actuelle en termes de montant brut? En termes d'encours? Ouais, en cours, montant brut, enfin... Un peu les deux. Oui, en termes d'encours aujourd'hui, tout confondu, hein, on avoisine les 3 millions en ayant quasiment 1 million à titre perso et le reste sur la partie stockage et avec une renta moyenne grosso modo un peu plus de 10% tout confondu. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien. Et du coup, maintenant, on va dérouler sur les 2 dernières parties. Partie job, partie sport aussi, parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien, qui me tient à cœur. Déjà, la partie job, donc tu as quitté ton job. Oui, tout à fait. Du coup, quand,
Pourquoi? Ouais. Et c'est quoi la suite pour toi? Moi, j'étais dans une situation un peu délicate professionnellement, dans le sens où ça se passait très bien. Et c'est rare que ça se fasse dans ce sens-là. Donc ça a été même assez compliqué pour moi de quitter mon job, mais je m'étais fait une promesse aussi en rentrant dans la vie active. C'était pour mes 30 ans, je voulais quitter le salariat. C'était vraiment mon objectif de base, et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à investir dans l'immobilier et qu'après j'ai accéléré aussi beaucoup sur cette partie. À 30 ans, je voulais quitter le salariat. Donc mine de rien, j'ai réussi aujourd'hui, puisque j'ai eu 30 ans le 10 janvier et je suis parti le 30 janvier de mon travail. Voilà, ça a été check et j'en étais très content. Je le dis avec de la légèreté là, comme ça, puisque ça fait un peu plus d'un mois et demi, bientôt 2 mois maintenant, mais ça a été très dur. Ça a été dur psychologiquement de partir, parce que, comme je l'expliquais, ça se passait bien. Les gens avec qui je travaillais étaient top. Je m'entendais très bien avec les fondateurs de l'entreprise. Ça faisait quelques années que j'étais dans la société, donc tu as quand même une certaine assise, on sait qui tu es, on sait ce que tu fais, tu es reconnu pour la valeur que tu apportes, donc c'était pas simple et j'étais un peu dans une prison dorée pour faire court, quoi. Mais il y a un moment, si je ne partais pas et que je respectais pas ma parole, derrière j'allais pouvoir rester peut-être encore 5 ans, 10 ans. Et est-ce que ça aurait été mal? Non, pas foncièrement, mais par contre maintenant j'ai un peu le recul de par la vie que je mène depuis 1 mois et demi, 2 mois, c'est que ça fait un peu écho aux valeurs que tu me demandais en introduction. Il y en a une que j'ai pas mentionnée mais qui est assez logique pour moi, c'est la valeur qui est liée à la liberté, et la liberté de temps que j'ai retrouvée aujourd'hui, la liberté cérébrale aussi de penser à plein de choses, la liberté de pouvoir venir un lundi là avec toi déjeuner, ensuite enchaîner sur un podcast, pouvoir appeler des membres de ma famille que j'ai pas pu appeler depuis longtemps, parce que en fait d'habitude ton temps est compté et le soir après ta journée t'as pas envie de repasser 1 heure avec quelqu'un, enfin il faut que tu le prennes ce temps, mais tu le fais pas, et c'est plein de micro choses comme ça qui me font me dire que j'ai pris aussi la bonne décision en tout cas. Ok, trop bien, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup pour les personnes qui peuvent être salariées, mais quand tu as le salariat, en plus salariat on va dire plus, où tu as quand même des responsabilités derrière, c'est pas forcément cantonné je pense aux 35 heures. Oui, non. En plus de ça, certes, tu es présent physiquement au boulot ou même en télétravail, mais tu as toujours une tâche de fond qui tourne, parce que c'est quand même des jobs, on va dire, avec une bonne charge mentale. Et qu'en plus de ça, tu as ton parc immobilier à gérer, comment tu t'organisais déjà quand tu étais salarié pour pouvoir gérer tout ça? Voilà, les locataires, les problèmes, tout en fait. Comment tu faisais ton boulot? C'est vrai que ça a été assez intense, et après on est capable de s'habituer à beaucoup de choses si on se donne un peu de mal aussi. Alors je fais un beau disclaimer aussi, c'est que déjà je n'ai pas d'enfant, donc j'ai vraiment conscience de ce qu'est d'avoir des enfants. Moi je n'en ai pas, je suis en couple depuis un certain nombre d'années et j'ai aussi la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient au quotidien et qui me met pas des bâtons dans les roues dans tout ça, quand il faut faire un aller-retour pour aller s'occuper de tout ça, etc. Donc non, j'ai la chance d'être bien entouré. L'entourage, ça se construit aussi, donc faites attention à vous sur cette partie-là. Mais après, c'est sûr que ça a été intense. Moi, je me levais, j'allais au travail. Pendant ma journée de travail, au-delà de mon salariat, j'avais toujours des appels, j'avais toujours des choses à faire aussi. Et pour moi, une des clés, ça a été la non-procrastination. C'est-à-dire qu'avec un tel volume, que ce soit de locataires, d'emmerde aussi qui va avec, et de choses à faire du quotidien, et il y a les périodes comptables, il y a les périodes il se passe 10 000 choses en immobilier, le fait de ne jamais je ne suis pas parfait, mais ne pas procrastiner, ou en tout cas à minima, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un sujet, des fois c'est un sujet qui pouvait être un peu lourd, ou je sais pas, un truc classique, mais j'ai une fuite, alors pas une fuite, peut-être pas aussi gros, mais j'ai ma chasse d'eau qui ne fonctionne pas, je pouvais me dire,
j'appellerai mon plombier ce soir ou demain matin ou je sais pas. Non, en fait, c'était tout de suite, j'ai appelé mon plombier et en fait, problème suivant. Et en fait, ça permet vraiment d'abattre beaucoup de travail et de me libérer et d'avoir un maximum de temps. Après, par contre, je travaillais beaucoup, quoi. C'est-à-dire que dès que je rentrais du travail, j'allais au sport, ensuite je mangeais, je passais un peu de temps avec ma chérie et après, le soir, jusqu'à 23h, minuit, je charbonnais sur les projets en cours, sur ceux à venir et puis on continue d'avancer. Et oui, il n'y a pas de soirée ou peu de soirées Netflix, moins de soirées beuverie à l'époque comme il y a pu avoir. Donc, mais bon, après, il faut ce qu'il faut. Ok, écoute, trop bien. Et du coup, maintenant, ton organisation, comment tu fais? Comment s'articule une journée ou même une semaine avec toi? Alors, elles sont très différentes depuis que j'ai arrêté le salariat. Elles sont toutes. Je les adore toutes et je prends beaucoup de temps aussi tous les jours à écrire un petit peu ce qui s'est passé dans ma journée pour conscientiser tout le bonheur que ça peut m'apporter aussi. Ça peut paraître un peu philosophique, mais j'aime beaucoup cet aspect-là. C'est qu'en fait, on s'habitue à tout. Dans la vie, on s'habitue, ce qui est terrible, très vite à tout et que par moment je me suis retrouvé à avoir un petit élan de ça m'embête de faire ça, mais mec, en fait on est mardi, il est 15h, d'habitude tu faisais quoi à cette heure-là? T'étais au boulot. T'étais au boulot, t'étais en train de gérer 10 000 trucs en même temps, alors que là t'as juste à monter dans ta voiture et à faire et c'est réglé et voilà. Donc j'essaie d'apporter beaucoup de gratitude à ce que je vis et donc ma journée type, aujourd'hui avec ma chérie on se lève tôt, on se lève vers 7h30. Le matin, je vais gérer, moi les premières choses que j'adore faire le matin après avoir déjeuné, etc., c'est de gérer mes comptes, c'est de pointer mes loyers, c'est de vérifier que financièrement tout est carré. J'accorde beaucoup d'importance à ça. Derrière, une partie sport naturel qui vient dans la journée aussi. Et après, gestion de projet et recherche de nouveaux projets aussi. Donc s'il faut partir en visite, s'il faut rester sur le bon coin pendant 2 heures à éplucher toutes les annonces, passer des coups de fil à des agents immobiliers. Enfin voilà, c'est gestion de projet au sens large. Si il ne m'est pas encore arrivé de ne pas travailler une journée, parce qu'encore une fois, déjà, ça me passionne, donc j'ai pas l'impression que c'est du travail. J'essaye des fois, j'ai un téléphone pro, j'essaye des fois de l'éloigner, mais il y a toujours un appartement à relouer, il y a toujours un locataire qui a besoin de quelque chose, mais ça fait partie du job. Il faut savoir les combats qu'on a envie de mener aussi. Ok. Et la suite pour toi, c'est quoi à ce niveau-là? Sur la partie immobilier, même un peu plus, même. On en a parlé un peu ce midi, mais. Ouais, moi, ce qui me botte aujourd'hui, pour avoir pu commencer à partager un petit peu sur les réseaux, c'est d'accompagner les gens sans tomber forcément dans la formation pure et dure. Je trouve ça très valorisant et c'est assez grisant de voir l'impact qu'on peut avoir sur des personnes qui ont envie de passer à l'action sur des projets immobiliers, qui ont certains freins, certains un peu nœuds au cerveau sur certains sujets et qu'en fait on a juste à arriver, jeter un petit peu d'essence et en fait ça part et je trouve ça très grisant et j'aime beaucoup le partage sur cette partie immobilier en tout cas. Donc l'idée dans un premier temps, c'est que moi aujourd'hui le parc immobilier il est construit et il tourne. C'est de continuer de mettre le pied sur l'accélérateur pour continuer d'acheter, continuer de vendre, continuer d'exploiter aujourd'hui ce qui fonctionne bien. Et dans un second temps, je pense que la partie coaching arrivera, la partie... il y a plein de business qui existent aussi. Pour ceux qui connaissent du Amazon FBA, etc., on n'avait pas forcément parlé aussi, mais il y a plein de choses qui m'attirent, donc je me laisse ouvert à tout. Ok. Et pour la partie IMO, donc forcément, de toute façon, tu as toujours l'entretien du parc IMO. Ouais. Donc voilà, quand des apparts se libèrent, tu peux, enfin c'est pas forcément tout le temps le cas, mais tu peux avoir des travaux à refaire ou pas mal de choses. Dans l'idée aussi, tu veux continuer de développer ce parc, donc toujours en recherche active de nouveaux biens à louer, c'est ça? Enfin, de biens achetés pour pouvoir louer derrière. Exactement. Et est-ce que la question, toi, marchand, elle s'est posée ou pas du tout Pour l'instant, non. Et pour l'instant, j'ai toujours un peu de mal avec cet aspect marchand parce que j'aime bien le récurrent. C'est aussi pour ça que j'adore le locatif longue durée quand il est rentable, évidemment. J'aime bien le récurrent. La partie marchand, je ne l'exclus pas, mais je ne veux pas que ça soit la partie principale de mon activité immobilière. Pour le moment, parce qu'aujourd'hui, je gère tout en direct. Je n'ai pas d'agence, que ce soit pour le stockage ou mon parc en perso. Je gère tout en
direct depuis 5 ans. J'ai encore la force et l'énergie, on va dire, de le faire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Potentiellement, à moyen terme, je vais me rediriger vers du marchand parce que la partie locative et gestion, ça ne me bottera plus, donc on passera à autre chose. Mais à l'instant, on reste comme on est. Ok, donc ouais, stockage plus immobilier locatif, ça fait un peu plus de 225 lots à gérer. Oui, donc, ça peut paraître, c'est beaucoup objectivement, mais après, une fois que les process ils sont bien mis en place, on avance quoi. Ok, donc pas mal de jobs. Et maintenant, on va parler un petit peu sport. On en a parlé ce midi. C'était hyper intéressant. Du coup, tu peux dire un petit peu les sports que tu pratiques ou que tu as pratiqués. Ouais. Déjà, voilà, depuis quand à peu près? Et puis, vas-y, ça va être cool, on va dérouler derrière. Sur la partie sport, moi j'ai eu la chance d'avoir été mis au sport très tôt et j'ai commencé le judo, le baby judo, je sais plus, à 4-5 ans à cette époque-là. J'en ai fait pendant 15 ans en compétition et en loisir aussi. Et ça m'a toujours beaucoup botté. Mais assez vite, j'ai eu aussi envie de faire du pied-point et de rentrer dans du contact un peu différent. Malheureusement, à l'époque, on me l'a pas autorisé. Donc, une fois que j'ai quitté le cocon familial, j'ai eu une période musculation, entretien que je continue aujourd'hui. J'ai passé 4-5 ans à faire après du pied-point sur la partie boxe thaï, boxe anglaise et MMA. Et après, j'ai eu 5 ans de sport d'endurance qui ont commencé avec un semi-marathon, qui a amené à un triathlon taille M, qui a amené à un marathon, qui a amené un triathlon de tout format jusqu'à me retrouver sur l'Ironman de Nice, full distance, il y a 1 an et demi de ça. Et c'est même à ce moment-là que j'ai partagé sur les réseaux aussi. Et c'était vraiment une super aventure, honnêtement. Donc, moi, j'en ai toujours beaucoup retiré de positif, en tout cas. Et trop bien. Et puis en plus, pour faire un petit focus du coup, Ironman, triathlon, donc longue distance, c'est quoi? C'est entre 12 et 15 heures d'entraînement par semaine? Tout dépend des périodes. C'est ça, tout dépend des périodes. Mais à minima, c'est sûr qu'en dessous de 8, ça n'existait pas. Même sur les semaines de repos, c'était intense. Et puis, tout ce que j'ai pu évoquer sur la partie immobilier, c'était aussi là. Donc, en fait, coupler le salariat, des 20 heures d'entraînement. Non, 20 heures, j'abuse un petit peu. J'ai fait des semaines à 20, mais il n'y en a pas eu énormément. C'est uniquement les pics. Mais les semaines entre 10 et 15 heures d'entraînement, ça, il y en a eu une flopée, effectivement. Donc, ça faisait les apparts, ça faisait 10-15 heures de sport, ça faisait 35-40 heures de salariat. Oui. Le sport, tu le calais quand, en fait, concrètement? Je le calais déjà quand je pouvais. Après, moi, j'aime bien la planification. Donc, en fait, le dimanche soir, je savais exactement quand est-ce que je faisais mes séances pour la semaine. J'ai mon Excel. Ah, voilà, pareil. Donc, tu as tous les jours. Et j'ai matin, midi, soir, ou après-midi, ça dépend si c'est le week-end, mais matin, midi, après-midi, soir. Et du coup, tu planifies. C'est comme ça, je fais exactement la même chose que toi. Ça permet de planifier avec le travail, en fonction des réunions aussi qu'il pouvait y avoir. Exactement. Donc, pas mal le midi. Et j'avais beaucoup de doubles séances. Donc, le midi, j'allais courir. Le soir, j'allais à la natation ou j'allais faire du vélo. Il m'est même arrivé plusieurs fois de tripler. Ça, plutôt les week-ends, bien évidemment. Mais en tout cas, je l'ai construit comme ça de mon côté. Ok, trop bien. Et est-ce que tu pourrais dire un petit peu ce que le sport, toi, t'apporte au quotidien? Parce que du coup, tu n'es plus dans la performance, le sport d'endurance, pardon. Mais tu dis que tu fais toujours en entretien, un peu de muscu, toujours. Puis un peu de course à pied, je suppose? Toujours. Toujours de la course à pied. Là, je serai au marathon de Paris en avril. Donc oui, il y a toujours un beau petit volume qui traîne quelque part. Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, en fait, le sport? Qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, j'aime bien, c'est ce que j'évoquais un peu en introduction, du coup pour conclure, j'aime bien l'aspect de la régularité. J'aime bien être régulier dans quelque chose parce que je sais que ça m'apporte énormément derrière, ça me permet de me vider la tête, ça me permet d'avoir des idées aussi, c'est un peu cliché, mais le nombre d'idées que j'ai eues en courant sur des interrogations que je pouvais avoir sur des projets, etc., je peux plus les compter tellement j'en ai eu. Donc c'est aussi une bonne soupape pour réfléchir à plein de sujets. Et après, ce qui est toujours intéressant avec le sport sur le moyen terme, c'est le dépassement de soi. Et en fait, le dépassement de soi, on le retrouve du coup dans tous les aspects où je me dis mais comment je vais pouvoir me remettre un immeuble sur la tête ou gérer 200 locataires? Ouais, mais en fait,
comment j'arrive à aller chercher un marathon, un triathlon, etc. Et en fait, tout se cumule au fur et à mesure. Alors après, il faut trouver aussi un juste équilibre parce que je sais que je suis tombé dans un excès à un moment sur la partie sportive et qu'il a fallu recalibrer aussi un petit peu les choses. Parce que c'est cliché aussi, mais quand on est partout, on est absolument nulle part aussi. C'est ça. Donc il faut faire attention. Exactement. Et puis, tu parlais justement, j'avais une question sur justement le lien entre le sport et du coup, un petit peu l'invest. Et tu viens de le dire, en fait, la recherche de performance ou alors se fixer des objectifs. Et du coup, ce que tu retrouves dans le sport, tu peux le retrouver derrière dans le locatif, dans Clairement. le marchand, dans l'entrepreneuriat et dans plein de choses. Et du coup, des objectifs voilà, à moyen long terme, enfin, c'est plus court-moyen terme objectif sportif, là. moyen terme côté sportif. Là, cette année, il y aura uniquement que le marathon de... Ah oui, pardon, oui, tu fais bien de le dire. Je suis le premier à essayer de reprendre ça, mais oui, il y aura le marathon de Paris. Il n'y aura pas d'autres, à mon sens, autre échéance cette année. On repartira l'année prochaine sur du triathlon moyenne et longue distance. Je pense que ça, c'est un peu une certitude. Là, je suis aussi dans une phase de transition professionnelle où j'ai besoin de me recréer un cadre qui me convient bien et j'ai pas envie de me noyer corps et âme dans le sport avec des grosses prépas qui vont venir mal influencer le quotidien que je suis censé avoir. J'ai envie qu'il soit au plus proche de la réalité et après de remettre des jalons sur la partie triathlon notamment, continuer d'aller à la salle régulièrement, continuer à minima de courir 2 ou 3 fois par semaine pour entretenir, parce que ça c'est un gros problème que j'ai, c'est une fois que tu as atteint un niveau, accepter la décroissance physique, c'est compliqué. Quand tu as réussi à faire un Ironman full distance et de te dire du jour au lendemain, bon, le vélo, j'ai plus besoin d'aller faire 200 km par semaine, bon, ton niveau régresse et après derrière il faut l'accepter aussi. Donc c'est un travail à faire. Ok. Et pour clore le sujet sport, et puis moi, ça m'intéresse énormément sur la partie notamment Ironman. T'as mis combien de temps ton Ironman à peu près ? L'Ironman de Nice, j'ai mis 13 heures de mémoire. 13 heures, donc 13 heures de sport, 13 heures pendant lesquelles je pense le mental il fait un petit peu la vague. Comment tu gères du coup ces moments pendant l'effort ? Ouais, pendant l'effort, parce que... Excuse-moi en te coupant, mais c'est hyper important et c'est une notion d'ailleurs que je transmets à plein d'aspects de ma vie et qui m'avait été sorti par Ian Darwin. C'est un peu le découper et mesurer. C'est-à-dire qu'il y a un objectif global et après derrière on le découpe en sous-objectifs pour en retirer les actions du quotidien et même les actions heure par heure si on est un peu extrême. Et dans ma vision de l'échéance du triathlon, le jour J c'était un petit peu la même chose. C'est que en fait, le matin, quand je me suis levé, je pensais pas à la ligne d'arrivée. Je pensais d'abord à est-ce que j'ai toutes mes affaires. Et ça a été étape par étape. Et du coup, chaque étape a été un peu une victoire en soi. Quand je suis rentré dans l'eau en me disant ok, oui, là j'ai 4 km à faire. Je peux penser au moment où je vais sortir de l'eau, mais il y a des bouées à suivre pour faire le parcours. D'abord, ça va être la bouée 1, la bouée 2, 3, 4. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de plaisir dans cette recherche de petites étapes de validation. Mentalement, c'est hyper enrichissant. Après, sur la partie natation, j'ai pas eu trop de down. Sur la partie vélo, il y en a eu. Et là, par contre, il faut s'accrocher un peu mentalement. Et sur la partie course à pied, là, oui, là, il y a des downs, il y a des explosions, etc. C'est un autre monde. Mais par contre, je te souhaite de vivre le moment où... tu vois, au 36e, allez, 38e, si on force un peu kilomètre de la course à pied, tu sais que tu vas terminer. Parce qu'il n'y a plus d'autres possibilités. Tu sais comment ton corps il est, comment tu es en termes de nutrition, etc. Tu comprends que là, il ne peut plus rien t'arriver. Et à partir de ce moment-là, ça peut être plus tôt pour certaines personnes, mais à partir de ce moment-là, tu as en termes d'adrénaline, en termes d'émotion, en termes... je me suis retrouvé à pleurer à ce moment-là, tu vois, même à pleurer pendant la course, etc. Un mélange de douleur aussi, mais un mélange d'émotion. Et ouais, cette décharge d'adrénaline, là, c'est quand même quelque chose. Donc, je te souhaite de vivre ça, en tout cas. Écoute, trop bien. On va déjà démarrer petit cette année, mais ça va être cool. Et puis maintenant, j'ai encore quelques petites questions pour clore le podcast. Est-ce que tu as des passions, des hobbies en dehors du sport, en dehors éventuellement de l'immobilier
J'aime beaucoup l'argent. Passion, hobby. Alors, déjà, je lis beaucoup. J'essaye de lire beaucoup, en tout cas. Ça, c'est. Alors, après, ce n'est pas du roman que je lis. Je lis tout ce que je vois dans ta bibliothèque de loin. C'est des sujets sur l'investissement, etc. Moi, j'aime. Tout tourne autour de ça dans ma vie. Donc, beaucoup de lectures. Après, c'est bête, mais j'aime beaucoup la marche aussi. Je trouve que ça te permet de s'aérer, ça permet d'avoir aussi un nombre d'idées et on n'est pas dans l'aspect sportif non plus. Donc, ça apporte un souffle qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, à part ça, je joue aussi aux jeux vidéo. J'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien les mangas. Donc, j'avoue que je passe aussi un petit peu de temps dessus. Ok, trop bien. Et du coup, en bouquin, est-ce que tu aurais 2 suggestions en dehors du coup de... Tu as parlé de Kiyosaki tout à l'heure, mais avec deux livres, soit qui t'ont marqué au départ, ou alors même maintenant, là récemment, des bouquins que tu as lus qui t'ont plu qui t'ont fait un petit déclic. Qui ont fait réfléchir. Enfin, j'ai envie d'en donner plein. Je l'ai déjà dit et je le redis, désolé, mais Le Père riche, Père pauvre, si jamais vous avez lu un bouquin de dev perso ou autre, lisez-le parce que c'est vraiment le fondement de tout. J'ai beaucoup aimé Ne jamais couper la poire en deux. Je sais pas si te parle ce livre, mais je l'ai beaucoup aimé dans l'aspect négociation. Je le trouvais hyper intéressant. Et il y a un livre que je suis en train de lire, je n'ai pas tout à fait terminé, mais il me reste pas grand-chose. C'est le livre sur Gérard Mulliez, fondateur d'Auchan, qui a été interviewé par sa petite fille pendant 2 ans pour qu'elle puisse écrire un livre sur sa vie, et je trouve le parcours très très inspirant, très enrichissant. Alors moi j'ai un aspect un peu biaisé par la grande distribution de par ma vie, mais je trouve qu'en termes de mindset de la personne, de prise de risque, de vision, je pense qu'on a tout à s'inspirer de cette personne. Donc honnêtement, le livre sur Gérard Mulliez est très très bien écrit, c'est un livre qui se lit très facilement et je trouve que ça donne l'écro de se bouger en tout cas. Ok, tu vois, je note sur ma liste. J'ai déjà lu Phil Knight, le fondateur de Nike, Steve Jobs, mais en fait c'est des Américains, c'est des multinationales. Tout à fait. Là je pense que tu dois peut-être plus t'identifier, ou en tout cas tu dis déjà c'est quelqu'un français, c'est une ancienne française, donc tu vois... Ça fait partie aussi de notre patrimoine, entre guillemets, dans le sens où c'est du Auchan, c'est du Noroto, du Decathlon, donc on connaît. Tu vois, quand on s'est retrouvé sur la grosse zone commerciale tout à l'heure, en fait, j'ai plein d'aspects quand j'ai vu certaines choses visuelles de la zone commerciale qui ont repopé du livre que j'ai lu, où je me suis dit, ah oui, je comprends pourquoi ça, c'est comme ça aussi. Okay. Enfin, c'est très inspirant, je trouve. Je le note dans ma liste. C'est français, donc c'est bien. Trop bien. Et encore 2 petites questions. Donc là, jusqu'à présent, tu as investi beaucoup en immobilier. Donc on a dû te demander des apports pour la plupart ou pour pas mal de projets. Donc ton cash, tu l'as mis dedans. Est-ce que tu investis ailleurs qu'en immobilier? Pas de la bourse, de la crypto ou autre Alors, crypto, oui. J'investis en crypto. C'est pas des montants qui sont énormes à l'échelle de l'immobilier. J'investis. J'ai un PEA et une assurance vie, mais uniquement pour prendre date. Okay. En fait, je comprends tout l'intérêt des intérêts justement composés, de la boule de neige qui grossit, etc. Par contre, j'ai un aspect aujourd'hui de ma vie qui est l'immobilier, et malheureusement, si je puis dire, l'immobilier, on a besoin de cash. Et qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore dans une dynamique de récupérer beaucoup de cash pour aller le réinvestir sur les marchés financiers. Je préfère récupérer du cash pour aller relever de la dette. Et quand j'aurai fait assez dans ma vision de la vie, j'irai me remettre sur des supports et je pense d'ici 3-5 ans max, où je vais commencer à réalimenter ces PEA, ces assurances vie, parce que j'ai à cœur aujourd'hui de faire grossir celle qui me fait manger tous les jours, qui est la partie IMO en tout cas. Ok, trop bien. Et puis dernière question du podcast, de l'épisode. J'aimerais avoir ta vision à toi. Pour toi, réussir sa vie, c'est quoi? Réussir sa vie, c'est quoi? C'est une question très,
très longue, très philosophique. Moi, il y a une vision que j'aime beaucoup, alors sur un aspect que je n'ai pas encore, mais ce sont les enfants. C'est que pour moi, on dit que, ça a été relayé d'ailleurs assez récemment par Hugo Philippe, que tu dois connaître peut-être, qui est, bon, sans rentrer dans les détails de qui est Hugo Philippe, mais il l'a relayé d'ailleurs récemment, je l'avais lu dans un livre il y a plusieurs années de ça, c'est qu'on mesure la réussite d'un homme autant que ses enfants souhaitent passer avec eux. Okay. Encore plus quand ils ont quitté le cocon familial après 18 ans en schématisant. Et pour moi, si on a envie de passer du temps avec ses parents, c'est qu'on a réussi à construire quelque chose en amont avec eux. Si on n'a rien construit avec eux, bah forcément c'est compliqué d'avoir son enfant à 25 ans qui vient de voir la bouche en cœur, si ce n'est un peu par obligation. Donc du coup, moi j'ai vraiment à cœur d'être présent demain pour ma famille au sens large. Et pour moi, la réussite, elle se maintient dans le fait d'avoir le temps à octroyer à ma chérie, à mes enfants, à mes parents, aux gens qui comptent pour moi aujourd'hui, pour avoir vraiment ce retour sur investissement, si je puis dire, mais c'est un peu déformé comme ça. Donc moi j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect liberté et l'aspect construction un petit peu familial. Et si j'ai fait tout ça un peu vite aujourd'hui, de 25 à 30 ans, c'est que je n'avais pas à cœur de déléguer l'éducation de mes enfants demain. Alors bien évidemment, ils iront à l'école, ils auront des nounous, etc. Mais c'est un peu Yann des Gentlemen Investisseurs qui évoquait ça. S'il faut partir en classe verte avec sa fille pendant une semaine, même si c'est pas hyper sexy sur le papier, en fait, il a la capacité de le faire. Il peut aller les chercher le matin à l'école, il peut aller les récupérer le soir, il peut les récupérer le midi pour aller manger ensemble. Et ça, je trouve que en termes de liberté, je trouve que c'est assez exceptionnel. En tout cas, c'est ma vision. Ok, bon bah écoute, je te remercie pour ta participation. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Trop cool.